Il reste une saison à House of the Dragon pour en finir avec la danse des dragons. Et il y a pas mal d'événements majeurs à adapter. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La série a refermé le chapitre de sa troisième saison, bien que celle-ci se soit encore considérablement éloignée de l'œuvre originale. Le 8e épisode met en scène la première bataille de Chutebourg ainsi que la mort tant attendue de l'intrigant Ormund Hightower. L'épisode s'est achevé sur le suicide de Elaena, qui a laissé derrière elle une tapisserie imprégnée de ses rêves de dragon, destinée à être découverte par Rhaenyra. Cette dernière a enfin pu examiner ce que Elaena avait tissé tout au long de la saison, une vision prophétique de la chute de la maison Targaryen et plus particulièrement de notre reine dragon, dont le règne ne connaîtra pas une fin heureuse. La 4e saison sera la dernière de la série, il ne reste que 8 épisodes pour clore cette saga enflammée et sanglante. De nombreux événements narratifs tirés de Feu et Sang de George W.R. Martin doivent encore se produire pour que l'histoire trouve une conclusion adéquate. Voici des moments clés du livre, énumérés, pour la plupart, sans ordre particulier, que House of the Dragon devra adapter pour cette 4e et dernière saison. La première bataille de Chutebourg passera pour un jeu d'enfant face à la seconde. Dans Feu et Sang, la deuxième bataille de Chutebourg a causé bien plus de ravages, coûtant la vie à Adam et Fumée des Mers, Daeron et Tessarion, Hugh et Vermithor, ainsi qu'à Jon Roxton. Malgré toutes ces morts et cette destruction, ce fut une victoire pour le camp des Noirs. Ulf est également empoisonné peu après par Oberyn Hightower. Toutefois, comme ce dernier est mort dans l'univers de la série, j'imagine que c'est Gwaine qui s'en chargera. Si la série respecte l'œuvre originale, Elle d'Argent sera le seul dragon à survivre à la seconde bataille de Chutebourg. Il me faudra une boîte entière de mouchoirs pour supporter de le voir pleurer la mort de son compagnon, Vermithor. Si vous n'aimez pas voir ces créatures ailées, périr ou souffrir, vous détesterez la scène de l'assaut de Fosse Dragon. Galvanisé par le berger, la populace affamée et enragée a pris d'assaut Fosse Dragon, situé sur la colline de Rhaenys. Et ils ont massacré les dragons qui s'y trouvaient. Sonchefeu, Tyraxès, Shrikos et Morgul. Syrax a également péri peu après. Geoffrey, le fils de Rhaenyra, a tenté de la chevaucher pour se rendre à la fosse. Mais le dragon l'a désarçonné en plein vol, précipitant le garçon vers une mort certaine. Elle a combattu vaillamment la foule à Fosse Dragon, luttant jusqu'à son dernier souffle. L'assaut lui-même a eu lieu au dernier jour d'une série d'émeutes déclenchées par la mort de Elaena. En fin de compte, cet événement a poussé Rhaenyra à fuir Port-Réal pour gagner Père Dragon au plus vite. Cet événement va transformer le royaume tout entier. Les petites gens qui voyaient autrefois les dragons comme des dieux redoutables tuent 5 des créatures cracheuses de feu de la maison Targaryen. Ce revirement de l'opinion publique contribuera à précipiter le déclin des dragons, au sens figuré comme au sens propre, bien que les derniers ne disparaissent qu'après la danse des dragons. La situation de Aegon repart à la hausse avec le retour de Feu du Soleil. Dans la saison 4, il doit s'emparer de Père Dragon, le siège ancestral de la maison Targaryen. Baela doit également y retourner d'une manière qui soit narrativement cohérente. Peut-être que Corlys négociera-t-il sa libération alors qu'elle est retenue captive au Donjon Rouge. Aegon devrait pouvoir compter sur l'aide de Sir Alfred Broom, est-ce que vous vous souvenez de lui, et de Tom Langambru lors de la prise de Père Dragon. Toutefois, j'ignore comment ces deux personnages réintégreront l'intrigue après leur disparition respective. Selon Feu et Sang, Baela a tenté de s'échapper de ses appartements à Père Dragon et a fini par affronter Aegon alors qu'elle chevauchait Danselune. Malheureusement, l'affrontement a mal tourné pour Danselune qui a péri en combattant Feu du Soleil. Ce dernier a néanmoins fini par succomber dans les jours qui ont suivi aux blessures infligées par Danselune. Tout au long de sa diffusion, la série a multiplié les parallèles entre Daemon et Aemon, notamment à travers leurs intrigues respectives liées à leur mère, assez dérangeant, on va pas se mentir, lors de leur séjour à Harrenhal. Bien que la bataille au-dessus de Œil-Dieu soit censée se dérouler aux alentours du 2e épisode de la saison 4, j'imagine bien la production repousser l'événement jusqu'au 4e épisode afin de conserver Matt Smith à l'écran le plus longtemps possible. Après tout, il occupe la première place au générique. Retarder cet affrontement très attendu permettrait également aux scénaristes de raviver l'animosité féroce qui oppose Aemon à Daemon. Dans Feu et Sang, Daemon retourne à Harrenhal et y demeure 2 semaines, sans autre compagnie que celle de son dragon, jusqu'à l'arrivée de Aemon et d'Alice sur le dos de Vhagar. S'ensuit alors une bataille mémorable, les 2 hommes et leur dragon s'élancent dans le ciel au-dessus de Œil-Dieu. Finalement, Caraxès tue Vhagar d'une morsure fatale à la gorge, tandis que Daemon transperce l'autre œil de Aemon avec son épée. Noirceur. Aemon, sanglé sur sa selle, sombre au fond du lac avec Vhagar. Caraxès meurt sur la rive, mais la dépouille de Daemon ne sera jamais retrouvée. Naturellement, les ménestrels ont prétendu que Daemon avait survécu et fini ses jours aux côtés de Horty, un personnage absent de la série.
Je suis moins convaincu que la série adaptera l'épisode de la Lune des Trois Rois dans la saison 4, bien qu'elle le devrait. Cette période n'a duré que 1 mois, selon Feu et Sang, mais elle a marqué une phase d'agitation persistante à Port-Réal. Rhaenyra ayant fui, le trône de fer était vacant au Donjon Rouge. 3 monarques tentèrent de régner en son absence. Le berger, qui incita à l'assaut de fausses dragons, Tristan Vrefeu, écuyer d'un chevalier errant qui se prétendait bâtard de Viserys Ier, et Gaemon, cheveux pâles, fils d'une femme nommée Essie qui affirmait que Aegon II était son père. Sir Perkin Lapus, dont Tristan était l'écuyer, finit par installer ce dernier sur le trône de fer et libéra Corlys, Tyland et le grand maître Orwyle des cellules noires. Il fit également sortir Alicent de sa réclusion. Perkin bénéficiait aussi d'un allié, Larys, qui pourrait aisément regagner le Donjon Rouge dans la série. Finalement, Boros Baratheon rétablit l'ordre dans la ville avant que Aegon ne revienne de Père Dragon pour régner à nouveau. Très peu de personnes et de dragons survivront à la danse des dragons si la saison 4 reste finalement fidèle à l'ouvrage de Martin consacré aux Targaryens. Dans le livre, Rhaenyra arrive à Père Dragon et y trouve son demi-frère ainsi que son dragon blessé, qui l'attendent de pied ferme. Ils échangent des répliques légendaires, espérons que leur conversation sera conservée dans la série, avant que Aegon ne présente Rhaenyra à Feu du Soleil comme un mets de choix. Le dragon la dévore et la scène est atroce. Septon Eustace nous apprend que le dragon d'or dévora la reine en 6 bouchées, ne laissant que sa jambe gauche sous le tibia pour l'étranger. Elinda Massé, la plus jeune et la plus douce des dames d'honneur de Rhaenyra, se serait arraché les yeux à cette vue, tandis que Aegon le Jeune, le fils de la reine, assistait à la scène avec horreur, incapable de bouger. Bien que Rhaenyra fût hors-jeu à ce stade de Feu et Sang, elle comptait encore des partisans, ou plutôt des hommes qui avaient prêté allégeance à son fils, Aegon le Jeune, en tant que futur souverain de Westeros. Le camp des Verts était alors mené par Boros, tandis que le camp des Noirs comptait dans ses rangs des personnages tels que Oscar Tully et Alyssa Nerbosk. Finalement, les Verts furent vaincus et Boros trouva la mort. C'est Kermit Tully, le frère de Oscar, qui tua Boros. Mais comme le personnage est absent de la série, j'imagine que Oscar se chargera d'éliminer le seigneur d'Accalmie. Au lendemain de la bataille, Cregan Stark arriva du nord avec ses troupes, alors que Oscar, Kermit et Ben le sanglant Nerbosk, surnommés les gars, faisaient route vers Port-Réal. Corlys, qui avait rejoint le conseil restreint de Aegon II, pressa ce dernier de se rendre. Refusant de céder, Aegon II ordonna que l'on coupe l'oreille de Aegon le Jeune pour l'envoyer au camp des Noirs en guise d'avertissement. Toutefois, selon Feu et Sang, peu après la bataille de la Route Royale, Aegon II fut empoisonné, alors qu'il se rendait au 7 royal dans sa chambre. Naturellement, il buvait son vin rouge préféré, de la Treille. Dans le livre, l'identité du coupable fait l'objet de débats, bien que Orwyle ait avoué sous la torture avoir remis le poison à Larys. On peut raisonnablement supposer qu'il s'agissait d'une machination orchestrée conjointement par Orwyle, Larys et Corlys. Après la mort de Aegon II dans l'œuvre originale, Corlys emmena Aegon le Jeune à la rencontre de l'armée des Tully pour annoncer le décès du roi. Aegon le Jeune fut par la suite couronné et monta sur le trône de fer sous le nom d'Aegon III. C'est juste après le couronnement qu'on verra probablement la dernière scène de la série, et j'en parle un peu plus tard. Bien que l'armée de Aegon II eût été vaincue et que la flotte Velaryon fût revenue au service du trône de fer, la période qui suivit fut baptisée l'aube trompeuse. Le royaume était confronté à de nombreux problèmes. L'hiver rigoureux qui avait débuté l'année précédente lors du jour de la Jouvencelle en l'an 130 après la conquête allait perdurer jusqu'en 135. Une grande partie du royaume avait été ravagée par le feu des dragons, notamment lors de la guerre solitaire menée par Aemon sur le dos de Vhagar qui avait incendié la majeure partie du conflant. Moment qui n'a pas eu lieu, mais n'est jamais trop tard pour le faire, et ainsi alerter les Noirs et voir Daemon s'y rendre pour la bataille au-dessus de Œil-Dieu. Il serait intéressant de voir les hommes brisés et les hors-la-loi errer par milliers dans les campagnes, là où l'ordre public s'est effondré en bien des endroits. Il pourrait y avoir un court moment avec les Fernés sous le commandement de Dalton Greyjoy, lequel n'avait rallié le camp des Noirs que de nom, prétextant ce soutien pour attaquer les riches royaumes acquis au vert et qui refusaient désormais d'obéir aux ordres du jeune roi Aegon III, leur disant de cesser leur pillage. Lord Cregan Stark et son armée du Nord, composée d'hommes sans enfants, sans foyer et de cadets, avaient fait route vers Port-Réal en quête d'aventure. La mort soudaine du roi Aegon II les avait privés de cette opportunité, suscitant la fureur de Cregan. Il avait espéré châtier Accalmie, Castral Rock et Villevieille pour avoir soutenu Aegon II au détriment de Rhaenyra. Mais à son arrivée, Lord Corlys Velaryon avait déjà envoyé des corbeaux pour réclamer la paix. Bien sûr, personne ne sait aller droit au but comme un Stark. Ils ne perdent pas de temps en fioritures. Cregan Stark va faire son retour dans la saison 4, mais il reste à voir quelle part de l'épisode connu sous le nom de l'heure du loup sera adaptée à l'écran. J'imagine bien une version condensée de ces événements se dérouler lors du final de la série, avec un épilogue ou un montage pour clore l'histoire peut-être accompagné d'une voix off de Rhaenyra, à l'instar du premier épisode.
Dans Feu et Sang, Cregan a gouverné Port-Réal pendant 6 jours, supervisant la transition entre le règne éphémère de Aegon II et le nouveau régime. Il a fait arrêter 22 hommes, dont Corlys et Larys, et a présidé une série de procès pour rendre la justice. Baela et Rhaena ont convaincu Aegon III de nommer Corlys main du roi. En échange, Alysanne, surnommée Ali la Noire, a accepté d'épouser Cregan afin d'épargner un procès à Corlys. Les autres hommes arrêtés ont accepté de rejoindre la garde de nuit, à l'exception de Larys, qui fut exécuté, ainsi que Sir Gilles Belgrave, bien que ce dernier n'ait pas encore été introduit dans la série. Cregan n'a occupé la charge de main de Aegon III que pendant une seule journée, démissionnant de son poste après les exécutions de Larys et de Gilles. Il serait judicieux de finir la série sur le mariage de Aegon III et de Jaehaera, auquel assistèrent les nobles venus de toutes les 7 couronnes. Ce mariage est important car il unit les 2 branches de la maison Targaryen, ennemies pendant la guerre. Cregan regagnait le nord après le mariage et le couronnement, bien que nombre de ses compagnons restèrent dans le sud et se marièrent à des femmes du Conflant lors des foires aux veuves. Il serait très intéressant de voir, une fois la guerre terminée, le conseil de 7 régents qui fut institué pour le jeune Aegon III Targaryen. Dans le livre, les 7 premiers régents furent Lord Corlys Velaryon, Lady Jyn Arryn, Lord Royce Caron, Sir Torren Manderly, Lord Manfred Mouton, le grand maître Moon Coon et Lord Roland Oustrelin. Si elle ne meurt pas en essayant de reprendre Harrenhal dans la saison 4, sa Bita Frey aura peut-être une place dans ce conseil de régence et elle remplacera certainement un autre personnage. C'est ici que devrait se terminer House of the Dragon, même si la danse des dragons a également influencé la succession ultérieure des Targaryens, surtout en 171 après la conquête, mais c'est trop loin dans l'histoire pour l'évoquer. Comme la saison 1 avait commencé avec le grand conseil de Harrenhal pour l'introduction de Viserys en tant que roi, j'imagine bien que la dernière scène de la série serait le mariage de Aegon avec Jaehaera, où tout le monde serait également ici pour voir ce qui se passe. Ça serait beau, ça conclurait parfaitement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette saison 4? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.